Buonasera, funziona? Buonasera, non era previsto, benvenuti a tutti, grazie, benvenuti a questo incontro. Non era previsto il quarto d'ora accademico, ce lo siamo presi, adesso dovremo cercare di accelerare nei tempi il più possibile, cercherò di essere molto succinto anch'io, che insieme a Cecilia Strada ho organizzato questo incontro. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio la Maison du Peuple per la preziosissima collaborazione, organizzazioni, i partecipanti, le persone qui presenti, le organizzazioni sindacali, le reti sociali che hanno lavorato a questo incontro e al testo che viene proposto anche stasera. La loro lettura critica del nostro lavoro è fondamentale. Io credo che in questo Parlamento non possiamo decidere norme che cambiano vite senza ascoltare chi quelle vite le vive ogni giorno. Sappiamo che il nuovo regolamento sui rimpatri segna un cambio strutturale, intende segnare un cambio strutturale nella politica migratoria europea. Sostituisce la direttiva del 2008 con un testo direttamente applicabile, molto più vincolante, con dei rischi umani e politici evidenti. In nome dell'efficienza si punta a rimuovere l'equilibrio faticosamente raggiunto anche con il patto su migrazione e asilo, un patto sul quale diverse forze politiche e personalità di questo Parlamento mantengono ancora delle riserve, ma qui si punta ad andare anche oltre quell'equilibrio, spostando il baricentro verso l'espulsione, l'esternalizzazione in maniera sommaria addirittura. L'idea dei return hubs, i centri in paesi terzi per persone da rimpatriare, noi italiani lo chiamiamo il modello Albania, e non per caso, perché è il modello che il governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha cercato di proporre come una nuova frontiera agli altri governi europei, rappresenta un passo ulteriore verso una delega esterna della responsabilità europea, una responsabilità che non è delegabile. È inaccettabile che l'Europa tratti la migrazione come un dossier da appaltare a paesi terzi. Un'architettura così delicata non può essere stravolta senza valutazione di impatto reale, senza processi partecipativi basati sull'esperienza delle persone, su chi lavora sul terreno. Io mi fermerei qui e intanto ringrazio i colleghi che saranno oratori ufficiali, i colleghi parlamentari, ce ne sono presenti diversi, li richiamo brevemente adesso anche per ringraziare la loro presenza. Comincio dalle due colleghe che interverranno in questo nostro incontro, l'onorevole Strick, qui alla mia sinistra, e l'onorevole Laurent, che è qui alla mia destra, soltanto di collocazione. Cecilia Strada farà le conclusioni del nostro evento, nel quale speriamo che ci sia uno spazio anche per un'interlocuzione, ma siamo qui, come ho detto, per quello che ci riguarda, soprattutto per ascoltare. Io passerei la parola direttamente agli amici di Maison du Peuple, a Rita Armagos Bueno e a Nicolas Roy. Sono cittadini europei con carta d'identità francese, con storie complesse. Raccomando a tutti, nella fase che seguirà immediatamente, di stare dentro i tempi europei che ci siamo dati. Voi avete un pochino più di tempo e vi cedo subito la parola. Prego. Très bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Roy. Je suis chanteur lyrique de profession, j'ai 24 ans et je suis citoyen européen. Je suis aujourd'hui devant vous pour défendre une initiative démocratique et citoyenne dont le but est de dénoncer et d'amender le règlement retour. Avec Rita Margos Bueno, nous allons essayer de vous présenter notre travail succinctement. Je remercie Nicolas. Mesdames et messieurs les députés, bonjour à tous. Je m'appelle Rita Margos Bueno. Je suis étudiante en sciences politiques en 2e année à l'Université libre de Bruxelles.
Cela fait 2 ans que je réside en Belgique et je suis française. Je prends la parole aujourd'hui en tant que voix collective, c'est-à-dire celle de citoyens, de citoyennes engagées, de personnes concernées et de défenseurs de droits humains qui ont contribué à proposer des amendements concrets à la proposition de règlement retour. Vous pouvez consulter dans le phare présent sur chaque table ces amendements. Nous sommes ici pour rappeler que derrière chaque procédure, il y a des droits, des visages et des histoires. C'est ainsi qu'une formation en plaidoyer citoyen sur le règlement retour a débuté le 9 juillet 2025. Cette formation a permis une compréhension collective des enjeux. Elle a été également un lieu d'élaboration d'une critique politique. Les personnes qui ont participé à la formation, rappelons-le, ont lu 95 pages de ce projet de règlement retour et elles ont produit une série d'amendements. Notre but aujourd'hui, c'est d'ouvrir un espace démocratique européen afin de relier ceux qui subissent, ceux qui luttent et ceux qui peuvent peser dans l'arène institutionnelle autour d'un exercice concret de souveraineté populaire transnationale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on propose une série d'amendements qui, comme je l'ai dit, sont à disposition sur votre table. Et nous proposons aujourd'hui que les personnes ne sont pas en situation de séjour irrégulier dès lors qu'elles ont entamé une des procédures de reconnaissance sur le territoire. En cas de rejet, nous voulons qu'elles demeurent en séjour régulier tant qu'un recours est introduit dans les délais légaux. Durant toute la procédure de recours, leur séjour ne peut être considéré comme irrégulier. C'est le droit, par ailleurs, qui encadre les délais et les procédures. Et tant qu'une personne respecte ces délais, elle agit dans la légalité. Il en va de même si elles peuvent former un nouveau recours à la suite de ce rejet. Nous voulons que tant que les démarches juridiques sont possibles et engagées, que leur séjour ne peut être qualifié d'irrégulier. C'est pour cela que nous voulons aussi qu'une personne dont le dossier est en cours et qui par ailleurs a tissé des liens solides dans un pays européen, par exemple en ayant des enfants scolarisés, une famille présente, un emploi ou une présence de plainte déposée pour exploitation aggravée ou contre des violences de genre et domestiques, y compris sur le lieu de travail, nous voulons qu'elle puisse bénéficier d'un accès au séjour en suivant des critères clairs. C'est pour cela que cette personne doit se trouver actrice d'une procédure légitime et recevable. C'est pour cela également que nous proposons que la régularisation de leur séjour, voire de leur travail, fasse partie intégrante du mécanisme de sanction des patrons abuseurs et de la lutte contre l'exploitation aggravée. La régularisation doit devenir ainsi une réponse juridique à des situations humaines durables et complexes. Par ailleurs, toute personne qui a entamé une des procédures de régularisation de leur travail à travers la demande de permis unique ou de reconnaissance sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne depuis au moins 3 ans, qui a également fait l'effort de respecter la légalité du cadre administratif, devrait voir sa situation analysée dans une perspective de respect à l'intérêt supérieur des victimes ou d'ancrage durable et non de rejet systématique. Nous souhaitons rappeler qu'en ce qui concerne les principes juridiques et le cadre européen, il a été évoqué le traité de Maastricht, l'accord de Schengen ainsi que le principe de subsidiarité et de proportionnalité. Mesdames et messieurs les députés, permettez-moi de poser 3 constats simples. Le premier constat, c'est que ce texte tel que proposé est technique et profondément déconnecté des réalités humaines. Il est ressenti comme une négation de l'humanité. Il renforce une logique de gestion des retours sans même répondre aux critères d'admission, ni au recours effectif ou bien à l'investissement dans l'intégration ou la protection. Ce règlement est vu comme bafouant les droits des personnes qui sont en recherche d'avenir, rappelons-le, et non pas d'argent. Cela renforce le sentiment de travail sans droit et d'invisibilité des personnes sans titre de séjour qui contribuent pourtant à l'économie, rappelons-le. Pensons aux ouvriers, aux femmes de ménage et bien d'autres. J'en viens donc aujourd'hui au deuxième constat. C'est que cette proposition ignore l'ancrage et la dignité des vies présentes ici. Les participants ont insisté sur le fait que ce règlement et sa régularisation doit être une réponse sociale et une mesure de justice face à l'exploitation. Nous avons constaté également que ce règlement découle d'une menace sécuritaire instrumentalisée pour justifier l'exclusion. Cela m'amène également au troisième constat aujourd'hui, c'est qu'il y a un déséquilibre entre admission et expulsion. Les garanties procédurales sont insuffisantes. Le droit au recours est souvent vu comme illusoire. Les délais et l'urgence prônée par le texte mettent en réalité en danger les personnes qui ont engagé des démarches juridiques ou de régularisation. On ressent également un mépris des demandes d'asile. C'est pour cela que, mesdames et messieurs les députés, nous venons proposer des amendements pour humaniser le texte et non pas pour l'entraver. Nous demandons ici au Parlement d'entendre les vies dont dépendent ces décisions. Je laisse désormais le soin à mon collègue Nicolas Roy de continuer la suite de cette présentation. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Rita. Donc,
Dans notre travail citoyen, nous avons eu à nous interroger et nous sommes tombés sur quelques flous conceptuels, comme par exemple le concept de frontière intérieure ou extérieure. Nous ne savons pas quelles sont les distinctions entre ces deux critères. Nous avons aussi eu le risque pour la sécurité, une notion que nous avons jugée floue et discriminatoire, l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous sommes demandé quelles seraient les procédures qui pourraient mettre en place de manière équitable et transparente le dit intérêt supérieur de l'enfant. Et plus en avant, nous remettons et remettons en cause la logique punitive derrière le règlement retour. Il est clair que ce règlement est une criminalisation globale de l'immigration. D'ailleurs, pendant l'élaboration de notre plaidoyer, nous sommes tous tombés d'accord. Ce ne sont pas les migrants, personnes dépossédées de tout, fuyant l'innommable, qui sont dangereux et dangereuses, mais bien celles et ceux qui organisent leur précarité et en profitent. Et alors, que dire de la responsabilité de nos États dans les situations diverses qui mènent à la dite immigration? Il nous semble bon, à ce sujet, de rappeler que l'immigration est un droit humain élémentaire. Dans la continuation de cette criminalisation des sans-papiers, la seule possible négociation étant parfois la manière du départ. Ceci, il est clair, renforce le sentiment d'arbitraire et de non-droit dans ces procédures inhumaines. Nous soulevons aussi l'incohérence politique du règlement retour. En effet, des expulsions de personnes munies d'un CDI ou d'une carte orange ont été rapportées. Quid alors de la pénurie de main-d'œuvre? Quid de l'exploitation des sans-papiers par des employeurs sans vergogne? Pourquoi ne pas intégrer les personnes qui sont utiles à l'économie? Très loin d'être les parasites que certains décrient, quelle est la considération que ce règlement a envers les sans-papiers? Ceux qui, pendant des années durant, ont, en plus de participer à l'économie du pays, en plus d'investir des efforts colossaux dans leur intégration, changer de monde, changer de vie, changer de langue, en plus de mettre en route et de maintenir des démarches sociales et administratives lourdes, ont formé des liens humains, des liens familiaux. Quelles sont les considérations pour ces gens? Aucune. Très loin de se soucier de cela, nous percevons et craignons une logique technocratique froide, où les décisions sont prises sans aucun regard pour la réalité humaine. Vécue histoire balayée par une logique arithmétique à glacer le sang. Nous considérons aussi que le règlement retour a été adopté trop rapidement, sans aucune étude d'impact, aucune consultation avec des organisations ou personnes concernées, le tout pour servir un agenda sécuritaire et identitaire. Nous rappelons que la Belgique, pour son non-respect du droit international, a été qualifiée de machine à fabriquer des personnes sans titre de séjour. Dernièrement, avant de conclure, il nous semble barbare et inacceptable d'expulser des familles dont les enfants sont scolarisés. Quel avenir cela crée quand un enfant déjà orphelin d'un premier chez soi est à nouveau arraché à chez lui? Qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela crée? En conclusion, nous dénonçons l'injustice des expulsions, le non-examen de certains dossiers et la déshumanisation constante des migrants. Nous insistons sur l'importance du respect de l'égalité de traitement et remarquons que certains articles sont rarement mis en œuvre sur le terrain, notamment ceux se référant aux droits humains. Nous signalons des cas d'expulsion de personnes titulaires d'un contrat à durée indéterminée et d'une carte orange en dénonçant leur exploitation. Chers collègues députés et camarades, nous vous invitons à amender le texte ou le rejeter purement et simplement. Je vous remercie. Et à présent, je vais passer la parole à nos citoyens. La parole est à Jacqueline Bisselieu. Madame, sì, per favore. Intanto vi segnalo che sono qui ad ascoltarvi oggi anche altri due colleghi, i deputati europei, l'onorevole Sandro Ruoto e l'onorevole Luca Orlando, sono due deputati italiani da anni impegnati su queste tematiche. Ecco. Prego, signora Bisselieu. Okay. Merci Nicolas de me passer la parole. Je suis Bisselieu Jacqueline, infirmière. Je suis citoyenne belge sans carte de séjour. Je vis en Belgique depuis 15 ans. Je parle français et bamileke, ma langue maternelle. Je suis passionnée de la cuisine de collectivité parce que j'aime partager, de coiffure, et de sport et décoration. Je suis
parti de mon pays à cause d'une affaire politique d'un pays tribaliste et génocidaire. Espérant avoir une vie meilleure en Belgique, je fais tout effort en Belgique pour avoir le séjour, pour m'intégrer. J'ai appris des langues, j'ai fait des formations passant par l'asile et la régularisation. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas régularisée et ça fait peur pour ma part. J'ai été aide-soignante en Belgique, j'ai appris à être aide-soignante en Belgique. J'ai fait des formations d'aide ménagère, j'ai fait des formations en cuisine et j'ai fait pas mal de choses. Enchaîner des bénévolats et volontariat pour être utile en Belgique. Mesdames, messieurs, je pense que les personnes ne sont pas en séjour irrégulier dès lors qu'ils ont entamé l'une des procédures de reconnaissance sur le territoire. Je me réfère à l'article 9 amendé, qui dit que si on a une procédure d'asile en cours et on ne peut être expulsé de la procédure, on ne peut pas être expulsé. De même, pour la régularisation, doit être traité de même façon que la procédure d'asile. Nous demandons de stopper ce règlement de retour qui ne respecte pas la dignité humaine. Il serait difficile pour moi de retourner au Cameroun. Je n'ai plus de repères, je n'ai plus d'attache familiale, aucun bien matériel. J'ai perdu des amis et mon âge avancé, plus les 15 ans passés en Belgique. Mes chers députés, il n'est pas évident de vivre sans titre de séjour. Comme un escargot portant sa maison sur son dos, sa valise au dos et sa maison, sa cuisine sur son dos. Elle marche tout doucement comme nous. Elle marche tout doucement et là où la nuit tombe, elle s'endort. C'est ça la vie des sans-papiers. Bon. Néanmoins, j'aime la Belgique. Je suis intégrée. J'aimerais y rester. J'aime mes enfants, mes petits-enfants adorables qui ont des séjours en Belgique et qui me soutiennent. C'est pour cela que je tiens à y rester. Chers députés, j'aimerais vous dire que des personnes sans titre de séjour ne sont pas inutiles, ils ne sont pas dangereux, ils sont plutôt en danger. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacqueline. La parole est à présent à Nadège Wegang. Oui, merci Nicolas de m'avoir passé la parole. Ok, ça va. Merci de m'avoir passé la parole, Nicolas. Moi, c'est Nadège Wegang, je suis camerounaise. Je parle français, anglais et je suis en apprentissage du néerlandais. Et je parle également ma langue maternelle qui est le bamileke. Je suis titulaire d'un baccalauréat série scientifique et je suis à la base esthéticienne. Je suis passionnée de la coiffure, du voyage, du sport et de la musique. Je suis en Belgique depuis 2016. Et durant ces 9 années en Belgique, j'ai fait plusieurs bénévolats dans des ASBL, telles que la Fédération Resto du Cœur de la région bruxelloise, dans des maisons de repos également, pour ne citer que ceux-là. J'ai fait des formations avec la Confédération des syndicats chrétiens et du CEFES. Je suis là pour dire non au règlement retour. Je suis une personne en situation régulière sans titre de séjour. Par ailleurs, des personnes sans titre de séjour sont ceux-là qui doivent être considérées à leur juste valeur. Elles ne constituent en aucun cas un danger pour la société, car elles demandent juste à être régularisées, afin de mettre fin à la précarité et à mener à bien leur vie.
Ce sont ceux-là qui aimeraient également contribuer à l'évolution de la société sur le plan multidimensionnel. Ce sont des personnes qui ont passé plusieurs années de leur vie entre parenthèses, avec des rêves et des projets de vie bafoués, ayant même de plus souvent des avenirs incertains. Cependant, nous voulons, chers députés, nous faire entendre afin de mettre fin à la stigmatisation, la marginalisation que nous subissons au quotidien dans nos vies en tant que des personnes régulières sans titre de séjour. Mesdames et messieurs, nous sommes des personnes à considérer au même titre que tout le monde. Nous demandons à être régularisés car nombreux parmi nous ont des diplômes qualifiés et qui sont dans l'incapacité d'exercer. Dans des domaines médicaux notamment, plus précisément en Belgique, il y a pénurie de personnel soignant, raison pour laquelle nous voulons être régularisés afin de donner l'opportunité de faire des formations et de mettre en exergue nos savoir-faire pour l'avancement de la société. Cependant, je pense qu'elle demeure en situation régulière lorsqu'un séjour est introduit dans les délais légaux et durant la procédure de recours. Leur séjour ne peut être considéré comme irrégulier. Conformément à l'article 10 du règlement retour, le règlement respecte les droits fondamentaux, en particulier ceux reconnus par la Charte ceux reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 10 rappelle que la Charte garantit la dignité à chacun et le droit à un recours effectif. Convention de Genève, article 47. Ainsi, qu'une personne exerçant ce droit de recours est-il protégé juridiquement et non en irrégularité. Selon le principe de non-refoulement, nul ne peut être expulsé dans un pays où il existe un risque de subir des traitements illégaux et dégradables. Durant la procédure de recours, l'État ne pourrait également ni expulser ni qualifier le séjour d'irrégularité. Les autorités doivent vérifier le respect du principe de non-refoulement sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte de toutes circonstances pertinentes. Le recours, c'est justement l'évaluation individuelle. Et tant que l'évaluation n'est pas finie, on ne peut pas dire que la personne est en irrégularité car c'est un droit à un recours par défaut. Chers députés, mesdames et messieurs, nous venons de proposer des amendements pour l'humanité des textes. Nous demandons au Parlement de faire entendre nos droits et non pour les enclaver. Je vous remercie. Merci Nadège. La parole est à présent à Célestine Mewabon. Merci Nicolas. Bonjour Madame, Monsieur le député. Je m'appelle Mewabotane Célestine. Je suis d'origine camerounaise. Je parle deux langues, le français et le bamileke qui est ma langue maternelle. J'ai fait 11 ans en Belgique. Ma passion, c'est la marche. Durant ces 11 années, j'ai fait la garde des enfants à domicile. J'ai fait aussi les cheveux. J'ai fait la formation de premier secours. La formation entre guillemets, la police et moi. La formation entre guillemets, quels droits sociaux pour les sans-papiers. J'ai fait aussi la formation de vélo. J'ai fait la formation entre guillemets, il y en a marre. La formation entre guillemets, introduction aux droits des étrangers. La formation entre guillemets, quel horizon pour les sans-papiers. Présentement, je fais le bénévolat à Culture et Game comme aide cuisinière. Et je fais aussi la formation en informatique. Nous sommes en situation régulière sans titre de séjour. Nous sommes contre le règlement retour. Monsieur le député, je suis là parce que je ne suis pas un danger pour la Belgique. Je demande que la Belgique respecte le droit des étrangers selon la Convention de Genève. Je suis une personne normale.
Je suis un être humain. Comment comprendre que vous allez rapatrier des personnes en situation régulière sans titre de séjour dans un pays inconnu? Je ne suis pas un assassin. Nous ne sommes pas des criminels. Je n'ai pas connu un délit. Ce que je demande, monsieur le député, c'est l'hospitalisation et la régularisation. Je me fais exploiter dans le travail en noir, alors que si j'avais le titre de séjour, je devais donner le meilleur de moi-même. Je pense que c'est le droit qui encadre les délais et procédures, et tant qu'une personne respecte ces délais, elle agit dans la légalité, conformément à l'article 29 qui déclare la décision sur la demande de suspension de l'exécution d'une décision de retour est rendue dans un délai de 48 heures des jours ouvrables. Ce délai peut être dépassé dans le cas comportant des questions factuelles ou juridiques complexes. Toutes les années de vie passées sans titre de séjour m'ont traumatisé et je suis tout le temps chez les psychologues. Monsieur le député, suite à ce que je viens de dire, vous acceptez la proposition d'amendement de retour ou vous rejetez la loi. Merci. Merci Célestine. La parole est à présent à Lira Campoamor. Merci Nicolas. Bonjour mesdames, messieurs. Je m'appelle Lira Campoamor. Je suis cubaine. J'ai un titre de séjour en Belgique. Je suis artiste pluridisciplinaire passionné par les arts de la parole, les arts de la marionnette et les arts plastiques. J'ai demandé l'asile politique contre le gouvernement de Fidel Castro aux années 90 en France. J'ai quitté Cuba pensant que c'était l'enfer et je suis tombé en France au milieu des lois Pasqua. Un enfer encore pire, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais 10 ans en attendant mes papiers. C'est pour ça que je suis là, mesdames, messieurs. Je suis là parce que je n'ai pas oublié. J'ai eu mes papiers. Même j'ai émigré de la France en Belgique, émigration économique, parce que là-bas, il n'y avait pas de travail. Ici, j'ai trouvé. Mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié toutes ces années passées sans titre de séjour, un papier, un simple papier qui disait que si je ne l'avais pas, j'étais criminel, j'étais expulsable. Ça fait déjà des années, presque 30 ans. Et encore aujourd'hui, mes copains et mes copines sont dans la même situation. Je pense, mesdames et messieurs, que la migration est humaine. Et les émigrés n'ont pas de retour. Je le crois fermement et je le dis avec fermeté. Je pense aussi que les personnes qui peuvent former un nouveau recours à la suite d'un rejet, tant que les démarches juridiques sont possibles et engagées, leur séjour ne peut être qualifié d'irrégulier. C'est-à-dire ces personnes ne sont pas expulsables. Nous avons bien lu et relu et amendé les règlements retour. J'ai dit stop au règlement retour, un règlement limite fasciste. J'ai ces deux articles, l'article 8 et l'article 26, qui soutiennent l'idée que je viens de dire antérieurement, complètent l'idée qu'il est interdit de lancer une expulsion tant qu'une procédure juridique ou administrative est activée. Mesdames, Messieurs, nous sommes fortement contre le règlement de retour. Nous vous invitons à lire notre travail des amendements ou à les rejeter complètement. Merci. Merci beaucoup, Lira. La parole est à présent à Bouddha Kadour.
Merci Nicolas de m'avoir passé la parole. Mesdames et messieurs les députés, bonsoir. Je suis Kader Bouda, je suis originaire du Mali. Je choisis la Belgique parce que j'aime ce pays, je suis très attaché à ses valeurs. Je suis venu avec la conviction qu'un meilleur avenir était encore possible pour moi, pour mes enfants et pour ma famille. Je suis venu ici devant vous pour dire non au règlement retour, car tout d'abord, il ne prend pas en considération mes 15 années de présence en Belgique. Ensuite, il me criminalise et rend mon situation administrative plus précaire qu'elle est maintenant, alors que je suis diplômé en Belgique et je suis très actif dans le domaine associatif, bénévole à la Croix-Rouge, à la plateforme citoyenne pour les réfugiés et chez Génération Espoir. Je pense ainsi qu'une personne dont le dossier est en cours et qui par ailleurs a tissé des liens solides dans un pays européen, par exemple par des enfants scolarisés, la présence de sa famille ou par un emploi ou une plainte déposée pour des aggravations d'exploitation aggravée ou contre une plainte déposée contre des violences du genre au domestique doit bénéficier d'un accès à un séjour suivant des critères clairs. Ceci me fait penser à un ami dont le dossier est en cours, mais qui un jour m'a dit qu'il vivait dans une peur constante, la peur d'être sans papier et la peur d'être refoulé. Ceci me fait penser, c'est pourquoi je pense à l'article 10 que nous avons amendé ensemble et qui dit que la dignité humaine est inviolable et qui doit être respectée et protégée en toutes circonstances. Mesdames et messieurs les députés, avant de vous remercier, j'aimerais quand même remercier le Parlement de m'avoir permis de venir ici m'exprimer. Merci sincèrement. Merci Bouda. La parole est à présent à Maddalena Chiarenza. Merci Nicolas. Bonsoir messieurs et madame les députés. Je m'appelle Maddalena Chiarenza, je viens d'Italie et j'habite à Bruxelles depuis 13 ans. Je suis travailleuse sociale, je travaille avec des mineurs étrangers non accompagnés et des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 21 ans et pour la plupart d'origine maghrébine. Je suis ici aujourd'hui pour soutenir ces jeunes que j'accompagne chaque jour et qui n'ont pas encore de titre de séjour. Je considère ces jeunes avant tout des citoyens européens. Ils ont passé une grande partie de leur vie en Europe. Ils parlent une ou plusieurs langues européennes et donc pour moi, ils sont avant tout des citoyens européens avant d'être étrangers. Je pense qu'elles se trouvent de fait actrices d'une procédure légitime et recevable. La régularisation de leur situation de séjour, voire de leur travail, fait aussi partie intégrante du mécanisme des sanctions des patrons abuseurs et de la lutte contre l'exploitation aggravée. Nous avons amendé des articles qui pourraient soutenir cette phrase. Donc l'article 11 introduit la notion d'évaluation au cas par cas et nous montre donc l'importance de l'ancrage d'une personne, les valeurs juridiques de l'ancrage dans un pays. Plus une personne a établi des attaches à ces pays, et moins une expulsion pourrait être justifiée. L'article 13 montre que lorsqu'une situation humaine est à la fois durable, comme par exemple un emploi sur les pays d'accueil, même si ce n'est pas déclaré, et complexe, soit dans les pays d'accueil, parce que faire un travail pas déclaré sans avoir des droits pour se protéger, c'est quand même difficile, et complexe aussi dans les pays de retour, parce qu'on n'est jamais sûr de la situation qu'on va rencontrer si on va retourner dans notre pays. On ne sait pas s'il y a encore de la famille, on ne sait pas en fait la situation réelle de la personne. Donc la seule réponse juste et conforme aux droits fondamentaux, c'est la régularisation. L'article 20 affirme par rapport aux mineurs, donc c'est important de faire un point aussi sur les mineurs, aucune décision de retour concernant un mineur non accompagné ne peut être prise. Beaucoup de ces jeunes viennent en Europe ici avec l'espoir de pouvoir aider leur famille. Mais pour le manque de perspectives claires, ils sont souvent vulnérables et donc ils peuvent être des victimes exploitées par les petits réseaux criminels et devenir victimes de la traite des êtres humains. Donc la régularisation doit servir comme outil de protection, ne doit pas être vue comme un obstacle ou quelque chose de négatif, mais plutôt comme un moyen de combattre et de se battre. J'aimerais bien juste exprimer une petite anecdote liée à mon travail. Donc, dans mon travail, je reçois beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui me demandent comment je peux travailler. J'ai envie de travailler. Et donc, nous avons comme seule réponse l'école professionnelle. Les jeunes peuvent travailler 3 jours par semaine pour 355 € par mois jusqu'à 18 ans. Mais une fois qu'ils sont devenus majeurs, leur droit termine et donc ils n'ont plus le droit de travailler légalement. Du coup, ils se trouvent dans une situation d'ancrage durable, mais ils sont toujours considérés comme des personnes sans titre de séjour.
Reconnaître l'ancrage durable, ce n'est pas faire preuve de laxisme, c'est faire preuve de respect pour les droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madalena. La parole est à présent à Tola Oshitelu. Bonsoir, chers camarades députés. Je m'appelle Tola Oshitelu. Je suis née en Angleterre, des origines nigérianes et ghanéennes. Ça fait 5 ans que je vis en Belgique. Actuellement, je suis doctorante à l'EVUB. Je suis mélomane, j'ai pas mal de passion, je suis mélomane, j'adore la littérature, les activités cultivées, j'adore voyager. Et je suis aussi passionnée de la justice sociale. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est un geste solidaire. Je reconnais qu'en tant que ressortissante britannique, même après le divorce du Brexit, je suis dans une position assez privilégiée par rapport à quelques camarades, même dans cette salle aujourd'hui, ce soir. Et je pense que la régularisation est ainsi une réponse juridique à situation humaine durable et complexe. Et les articles amendés qui correspondent à ces principes sont les suivants. Article 8, il n'est pas pris de décision de retour lorsqu'une procédure de reconnaissance ou de régularisation est en cours. Nous proposons avec cet article que la régularisation transforme une présence de fait en séjour de droit. Une personne engagée dans un parcours de régularisation est un processus d'intégration légitime et durable et ne peut être exclu. Article 9, amendé. Avant de prendre une décision de retour, les autorités compétentes examinent la situation individuelle, y compris la durée du séjour, la situation familiale et les attaches sociales. Avec cet article, nous proposons une analyse personnalisée avant toute expulsion pour reconnaître les situations humaines, durables et complexes par la présence de longue date. Mes excuses. L'intégration et les liens familiaux et le travail. La régularisation n'est pas un cadeau, c'est une obligation selon le principe exprimé de l'Union européenne. En tant que personne engagée, c'est pas surprenant que je sois bénévole aussi. Je suis bénévole à la Croix-Rouge, au Grand Centre, à Grand Centre bruxellois. Et j'ai témoigné pas mal d'histoires qui brisent le cœur. Je pense à une histoire précise d'un Soudanais, un homme soudanais qui est perdu dans le système, dans ce purgatoire administratif, migratoire, depuis au moins d'une décennie. Et il est SDF, il est une personne très capable, multilingue, prête à s'intégrer, mais finalement, il a fait de son mieux pour s'intégrer, mais finalement, ça n'a pas encore fonctionné. La dernière fois qu'on s'est parlé, il a été sur le point de baisser les bras. Je le trouve tellement immonde, cette situation. Surtout étant donné qu'il y a une guerre civile qui a éclaté au Soudan il y a 2 ans et demi, qui est très connue. Et, on sait que où il y a de la volonté politique pour où l'Union européenne a la volonté politique pour s'impliquer aux situations graves, c'est tout à fait possible, comme on a témoigné au début de la crise ukrainienne il y a quelques ans. Donc, je dis finalement, arrête à cette hiérarchie des êtres humains qui n'est pas digne des valeurs, des soi-disant valeurs exprimées de l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci Tola. La parole est à présent à Eugénie Tchokona. Bonjour, monsieur et madame les députés. Bonjour à tous. Je m'appelle Tchokona Yamangam Eugénie. Je suis d'origine camerounaise et je vis en Belgique depuis 7 ans. Je parle le français, un petit peu l'anglais et j'apprends le néerlandais
et je parle aussi le bamileke qui est ma langue natale. Je suis passionnée de coiffure, d'esthétique et de cuisine. Je suis bénévole dans plusieurs associations et maisons de repos, telles que Culture et Game, la CFS, Comité des femmes, sans titre de séjour, la CSC de Bruxelles, la Maison Météoui, etc. Je suis là pour défendre mes droits, car je pense qu'une personne ayant introduit une demande de régularisation sur le territoire ne peut pas être considérée comme une personne irrégulière. Et même si elle obtient un refus, si son recours est introduit dans les délais, elle ne peut toujours pas être considérée comme une personne irrégulière. C'est pourquoi je fais appel à l'article 8 du règlement retour que nous avons amendé comme suit. Toute personne engagée depuis au moins 3 ans dans une procédure légale doit être évaluée dans une perspective d'ancrage durable et non de rejet systématique. La régularisation, dans ces cas, est une application stricte du droit européen et des valeurs fondamentales de dignité. Me concernant, mon souhait a toujours été de faire des formations pour gagner dignement ma vie. Je suis pleine d'énergie, travailleuse, mais hélas, sans titre de séjour, les portes du travail me sont fermées. C'est pourquoi veuillez, messieurs les députés, amender ou rejeter ce règlement. Les vies humaines en dépendent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eugénie. Mesdames, Messieurs les députés, cela marque la fin de notre plaidoyer citoyen. Je vous invite à entendre ces mots avec toute leur force et leur vérité. À présent, je vais passer la voix à la juriste Nisha Mbouli. Mesdames, Messieurs les députés, le MRAX a pour but la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Elle appelle à l'union et à l'action de toutes celles et ceux qui entendent s'opposer aux discriminations, aux haines et aux préjugés, fondés notamment sur la prétendue race, la langue, l'origine ou la confession ou l'appartenance philosophique. Notre association veut faire triompher l'amitié et la paix entre les peuples, l'égalité et la fraternité entre les hommes. Ce rappel de nos raisons de lutter ne peut que justifier le rejet par notre association de la proposition de règlement. Ce rejet n'est pas idéologique, car ce règlement consacre une vision dangereuse de la migration, celle selon laquelle l'étranger est un problème à expulser et non une personne à protéger. Ce texte durcit encore les procédures au détriment des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Ce projet accélère les décisions de retour, souvent en même temps que les rejets d'une demande de protection internationale ou de séjour. Cela veut dire moins de temps pour contester, moins de recours, moins de défense. Il élargit aussi la détention, y compris pour des personnes vulnérables, des familles, parfois des enfants. Or, la détention ne devrait jamais être une solution à la gestion administrative. Tout cela contredit, comme mes camarades ont pu le dire, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de non-refoulement inscrit dans la Convention de Genève. En résumé, avec ce règlement, on privilégie la rapidité au détriment de la justice. Ce règlement, dans la pratique, va amplifier les contrôles aux faciès. Car comment reconnaître un étranger immigré expulsé, si ce n'est par sa couleur de peau? Les détentions arbitraires et la stigmatisation des personnes racisées ou racialisées. Il renforce l'idée qu'il existerait 2 catégories de personnes en Europe. Ceux qui ont le droit de circuler et ceux qu'on peut contrôler, expulser, invisibiliser. C'est un texte qui institutionnalise une forme de suspicion permanente envers les personnes perçues comme étrangères. Pour une association de lutte contre le racisme, c'est inacceptable. Parce qu'on sait, et les chiffres le confirment, ces politiques touchent d'abord les populations noires, arabes, identifiées comme étrangères. Ces populations, déjà la cible de discrimination structurelle. Avec ce règlement, l'Europe va à l'encontre de ses valeurs. Et le plus ironique, c'est que le retour forcé ne fonctionne pas. Depuis 20 ans, les politiques de retour forcé n'ont pas augmenté les retours effectifs.
les taux restent faibles. Ce texte n'apporte donc aucune solution réelle. Il alimente juste une logique de peur et de fermeture. Et ce faisant, il mine la crédibilité morale de l'Union européenne qui se prétend fondée sur les droits humains, la solidarité et l'égalité. En conclusion, ce règlement n'est pas neutre. C'est un signal politique fort. Il dit à des millions de personnes d'origine étrangère que leur présence est un risque à gérer. Il légitime des pratiques discriminatoires et affaiblit l'état de droit. Mesdames et messieurs les députés, nous disons non à ce règlement, non à un texte qui criminalise la migration, non à une Europe qui renonce à ses valeurs. Mesdames et messieurs les députés, nous disons oui à une politique migratoire juste, humaine et réellement fondée sur les droits fondamentaux. Merci beaucoup. Merci Nisha. La parole est à présent à la représentante syndicale de la CNC, Eva Maria Jiménez Lamas. Merci. Mesdames et messieurs les membres du Parlement européen, mes camarades, je prends aujourd'hui la parole au nom de la CSC. C'est un syndicat extrêmement important au niveau européen. Nous avons près d'1,5 million affiliés. Mais je prends aussi et surtout la parole au nom de la Ligue des travailleuses domestiques, dont les membres sont ici présentes, une organisation sein même de syndicats qui a été fondée en 2018 pour défendre les droits de celles qui, jour après jour, soignent nos parents, nos enfants, nos malades, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos sociétés. Pourtant, elles restent invisibles, sans statut, sans protection. Notre organisation ne peut même pas imaginer amender ce règlement retour. Pas tant que des femmes, des travailleuses sont victimes, mais ne bénéficient d'aucune protection promise par le droit européen. Le 23 janvier 2024, d'ailleurs, ici même, pas ici, dans une grande salle au sein du Parlement européen, nous avons porté plainte, nous avons dénoncé les velléités politiques en Belgique et en Europe à travers la commission des pétitions du Parlement européen. Derrière la pétition que nous avons déposée il y a près de 2 ans, il y a les plaintes de centaines de femmes. Des femmes qui dénoncent le non-respect des directives européennes sanctions, victimes, la mise en œuvre défaillante de la directive sur la traite des êtres humains par manque de moyens. Derrière ces militantes, il y a des milliers d'autres femmes que personne n'écoute. Elles sont reléguées aux marges du droit, du déni et de l'oubli. Comment parler de retour quand la justice n'a pas encore été rendue? Comment renvoyer celles qui ont été exploitées, violentées, réduites au silence, sans même reconnaître leur statut de victime? La Belgique, pourtant, a ratifié la Convention d'Istanbul, la Convention au niveau de l'OIT 189 sur le travail domestique, la Convention 190 contre les violences au travail. Ces textes engagent notre pays et l'Europe et les États membres de l'Europe à protéger les femmes contre la violence et à garantir des conditions de travail dignes. Pourtant, sur le terrain, les promesses sont trahies. Les travailleuses domestiques sont victimes avérées. Elles risquent la détention lorsqu'elles dénoncent un employeur abuseur. Elles continuent de travailler pourtant sans assurance santé, sans congé de maladie, sans salaire équitable. Pourtant, elles prennent soin de nos proches et elles ont pris soin de nos proches au plus fort de la pandémie. Alors, ces femmes, pourtant, elles ne demandent pas la charité. Nous, au syndicat, nous refusons de demander la charité. Ce que nous revendiquons, c'est l'égalité de droit. Elles demandent le droit de travailler sans peur, le droit de payer des impôts, oui, le droit de payer des impôts, de contribuer à la sécurité sociale. Rien qu'en Belgique, si les femmes, juste les femmes, c'est-à-dire 1 migrant sur 2, étaient reconnues et que le travail était régularisé, ce serait près de 40 millions d'euros nets par mois dans les caisses de la sécurité sociale. Et donc, nous demandons le droit d'accéder à la justice sans être criminalisées, le droit d'être reconnues comme des travailleuses à part entière,
Aujourd'hui encore, les mécanismes de protection pour lesquels vous travaillez, pour lesquels vous écrivez des notes politiques, ces mécanismes de protection et de sanction des directives européennes restent inopérants, en particulier à Bruxelles, capitale de l'Europe, plaque tournante du travail domestique, deuxième ville la plus cosmopolite au monde. La Convention d'Istanbul, vous êtes d'accord avec moi, elle oblige chaque niveau de pouvoir de l'Europe jusqu'au niveau même local. Elle oblige chaque niveau de pouvoir à agir contre les violences basées sur le genre, sans discrimination aucune. Que dire du gender mainstreaming que vous connaissez pour tenter justement de l'insuffler à chaque niveau européen, la directive victime, la Convention 189 et 190. L'Europe s'est engagée à protéger toutes les travailleuses, quel que soit leur statut administratif. Je vous rappelle d'ailleurs l'article 1er de la directive victime sur l'intérêt supérieur des victimes. Et donc, à Bruxelles, aujourd'hui, il me semble important de mettre en avant le besoin en main-d'œuvre dans le secteur du care, du soin en personne. C'est un secteur qui est reconnu ici, à l'intérieur même du Parlement européen. Il est reconnu par la Commission européenne, par l'OCDE, par le Eurofound. Des études sont faites par la Fundamental Rights Agency sur l'importance de prévenir plutôt que de guérir. Nous demandons des voies légales de travail. Alors nous pourrons parler de retour. Nous demandons la possibilité de travailler pendant une procédure de plainte. Est-ce normal qu'aujourd'hui, encore quand elle porte plainte, elle risque d'entrer dans un commissariat de police et de ressortir détenue, d'aller dans un centre fermé? Leurs plaintes restent sans suite. Elles sont menacées d'un retour forcé et aucun règlement retour ne peut, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ne peut dépasser les droits fondamentaux. Nous appelons le Parlement européen. Nous demandons de garantir la transposition complète des directives. Savez-vous qu'en Belgique, des directives ne sont pas transposées entièrement? Prenons l'article 13, alinéa 4 de la directive sanctions. En Belgique, certains groupes ne sont pas considérés comme vulnérables, notamment les femmes sans papier qui travaillent dans le care. L'intérêt des victimes, qui devrait justement passer au-dessus de toute logique migratoire, séparer, comme le fait même l'État de New York et d'autres villes sanctuaires, séparer le lien séjour et le lien pénal. Et donc le temps du changement est venu et nous, on pense que c'est par des petites réunions comme celle-ci, avec des personnes très importantes comme vous, c'est par des réunions comme celle-ci que nous pouvons garantir l'application du droit européen, garantir la dignité et l'égalité de toutes les personnes. Et nous le répétons, tant que ces femmes resteront sans protection, nous refuserons tout règlement retour et nous serons là avec l'appui, la légitimité d'1 450 000 personnes en ce qui concerne notre syndicat, et mon collègue représente quasiment le même nombre à côté, il va parler ensuite. Et non, nous voulons défendre leurs droits. Défendre les droits des femmes, qu'elles soient migrantes avec ou sans papier, c'est défendre les valeurs mêmes de l'Europe. La justice, la dignité, l'égalité pour toutes et tous. Je vous remercie. Merci beaucoup Eva. La parole à présent est au représentant syndicaliste de la FGTB, Sidi Katouama. Katoumoua, mais c'est pas grave. Bonsoir, je dis, parce que je crois qu'il est l'heure avance. L'idée, c'est de pouvoir partager et vous remercier d'abord de l'accueil et du moment de vie démocratique que vous accordez à toutes les personnes qui sont ici. Je m'exprime au nom de la FGTB, qui est le syndicat belge qui impliqué avec la CSC sur ces questions-là. Ça vaut la peine de signaler que nous travaillons ensemble parce que c'est pas une question
liée à des couleurs politiques. C'est pas une question liée à des organisations. C'est une question qui pose les fondements de la société. Si la question des personnes en situation de difficulté de séjour nous préoccupe autant, c'est parce que c'est la partie visible de l'iceberg. C'est que c'est la situation réservée aux personnes en précarité de séjour cache en fait tout le reste, parce que ici, derrière les statistiques, derrière parfois des mots, il y a des vies. Et rappeler peut-être l'émergence ici du mouvement ouvrier, où il y a eu des personnes, ici en Europe, on n'en parlait pas. Il y a des personnes qui parlaient à la place de ces personnes-là, et il a fallu attendre longtemps, à un moment donné, pour que les syndicats puissent exister, pour que ces personnes puissent s'organiser, pour que ces personnes puissent prendre la parole. Il a fallu encore attendre longtemps pour que, à un moment donné, on puisse simplement parler de égalité salariale, égalité hommes et femmes au travail, etc. Il a fallu du temps. Est-ce qu'il faudra le même temps pour qu'à un moment donné, la question posée par la présence des personnes en précarité de séjour, est-ce qu'il faudra attendre un siècle pour qu'à un moment donné, on puisse acter que les droits de ces personnes-là ne sont pas négociables? Et notamment, on a bien vu sur les questions des violences faites aux femmes, à peu près tout le monde est d'accord. Je pense que sur le spectre politique, il n'y a pas beaucoup de partis qui oseraient dire le contraire, mais dans le concret, c'est que les femmes sans papier, regardez, ben voilà, les droits notamment en situation de violence, ben on dit, si vous vous séparez du mari violent, ben on ne peut pas garantir. Ça pose des questions, et donc il y a des directives, on peut voter pour ou contre la directive à retour, par exemple, mais est-ce que on a véritablement parlé de l'accueil avant de parler du retour? Non. On n'a pas parlé sérieusement de l'accueil, mais on parle du retour. Et l'invitation qui peut être faite aujourd'hui, c'est à un moment donné sortir du fait accompli, sortir de la fatalité, sortir un peu de il n'y a pas le choix entre compromission et compromission. Le compromis, c'est à un moment donné trouver l'équilibre. Et une démocratie, c'est aussi pouvoir mesurer la place accordée aux personnes les plus fragilisées. Parce que finalement, si on veut protéger, on protège qui? On protège quoi? C'est des vraies questions qui doivent se retrouver au centre. Vous avez entendu, je ne référais pas toute les discussions, ou en tout cas je ne ferai pas le résumé des riches témoignages qu'il y a eu de la part de tous les membres de la délégation ici, mais je dirais simplement que la position de la FGTB peut se retrouver très clairement dans les recommandations. Vous trouverez ça dans la phase de la note politique de la plateforme CNCD, qui consiste à un moment donné à ne pas rejeter la démocratie. Nous voulons plus de démocratie justement, mais peut-être refonder cette démocratie-là. Et la position de la FGTB, c'est à un moment donné de rejeter ce projet, non parce que tout n'est pas bon, mais c'est parce que, à l'origine, c'est parce que quand on regarde dans la globalité, ça pose des sérieuses questions, et notamment la question des pays tiers sûrs. Quand on parle du retour, oui, on peut aller voir la Turquie, on peut aller voir d'autres pays, la Tunisie, et il y en a pas mal d'autres. C'est un marché, un business qui grandit. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient bien être pays tiers sûrs, mais pour le bénéfice de qui? Des citoyens qui seront expulsés? On ne croit pas. Et donc la troisième chose, c'est peut-être repenser en profondeur l'approche européenne en matière de migration et d'asile, et les syndicats et les plateformes de la société civile seront toujours là pour contribuer aux discussions et aux débats. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Sidi. Excuse-moi pour le nom d'ailleurs. Pas de souci. Messieurs les députés, tout est dit. Nous remercions les citoyens pour leur travail et leur dénouement. Nous remercions Pietro Emili, sans qui ce projet aurait eu beaucoup de mal. Nous remercions les syndicats pour leur présence et nous vous remercions à tous. Merci beaucoup. Sì, vi ringraziamo anche noi, naturalmente, ma adesso lo faremo, questo è un incontro che è anche un dialogo. Io non so, cara amica, se ci sono luoghi più propri di questo, certamente ci sono le aule nelle quali votiamo, nelle quali emendiamo i testi o non riusciamo a farlo, nelle quali ci confrontiamo, però momenti come questo, l'abbiamo detto, vengono pensati e realizzati perché riteniamo che sia importante anche che ci sia un ascolto diretto delle persone coinvolte dalle norme che vengono costruite troppo spesso distogliendo il volto e lo sguardo dalla realtà. E non abbiamo a che fare con numeri, come è stato ricordato anche stasera, ma con storie personali. Credo che ci abbia aiutato di nuovo a rimettere in piedi dalla parte giusta i problemi, no? Adesso volevo dare subito la parola a due colleghe che hanno dei ruoli da giocare dentro questa partita, lo stanno facendo. Comincerei con l'onorevole Striche, con la collega Tineke, prego, e poi con Muriel. Thank you very much, Chair. Thanks for the organizations, and thank you all so much for coming here and for presenting your stories in such an impressive way. Really thank you for your courage and your dignity. And I really feel we are among friends here. Having a residence permit doesn't make you more human. Lacking this residence permit doesn't make you less human. I think we all have the same capabilities, the same hobbies, the same dreams, but without a residence permit, life is so much more difficult on a daily basis, and maybe specifically because it's so difficult to make your own choices, to make your own life in the way that you would want it. I come from the Netherlands. I worked a lot also there with people who don't have a residence permit, and I know what type of things that you encounter every day. If you cannot open a bank account, if you cannot have a legal contract with an employer, and even sometimes not to take the train or whatever without having fears, it must affect you a lot. It's very hard to imagine for someone who always had these legal rights. And I can imagine it's most of the difficult thing is you don't have control over your own life and depend on others, often depending on employers or house owners or partners who indeed can exploit you. And as you also made very clear, you cannot report to the police. So I can imagine this makes you put in a very precarious situation. And indeed, it's very true. The new rules that are proposed can make it much more worse. It's not very encouraging to say, but this is why you are here, of course. I think we can expect more police controls and ethnic profiling, more coercion and detention, and even the possibility for countries to shift their responsibility to send people to any other country that is ready to do that for a sum of money, the so-called return hubs. And I fully agree with you on the other hand. Belgium, Europe needs you. We have huge shortages on the labor market. You contribute to our societies. But as human dignity is a right for everyone, you should be able to regularize. Otherwise, we would accept the existence of a second-class citizens, and we should never accept that. So I really think that the return regulations should really oblige member states to, before they come up with a return decision, consider if there are reasons to issue a residence permit to people. And in the current directive, you can also read that member states
must consider finding a solution for people who are irregular for a long time already in their member states. But so far, most of the member states didn't do so. In some southern member states, you have like Spain and other countries, there was regularization, but in the north of Europe, it seems to have become a kind of taboo. And this is making things only worse and worse for everyone, actually. But I must say, the current political climate, I'm sure you also noticed that, also in the Belgian debate, has become very grim. And it was just an hour ago here in the same building that there was a political debate on asylum. And there you can hear so many politicians who portray asylum seekers as a threat or irregular migrants as a criminal. And this is the climate where also these kinds of proposals do come out. The member states urge the Commission to do so, and also in the European Parliament, there's a majority who wants to see these kinds of action. So the aim is actually, this is how I see it, to dehumanize people. And we cannot let that happen. And therefore, I think I found it so strong how you did it. You humanized, you rehumanized yourself and people living in an irregular situation. And I think that's a very powerful message, what we could use in the negotiations on the return regulation. And I really hope that we manage to work together to humanize also the policy again. And as you say, protect the victims, treat people equally, make sure that the Commission starts to enforce the rights that people have, but also make sure that the rules don't get worse. So human rights are for all of us. So let's cooperate. Let's stay close together. Thank you so much for the amendments, but also for witnessing about your situation. And we will make the best out of it in the negotiations to all the time think of you, because it motivates very much, and also bring your stories in the negotiations. Thank you so much. Grazie a Tineke Strik e do subito la parola a Muriel Laura. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je voulais remercier Marco et Cecilia qui ont organisé ce temps d'échange, et je pense que c'est important qu'on puisse l'avoir dans le temps et dans le calendrier de l'étude du texte sur le règlement retour. Peut-être vous dire que je suis donc Muriel Laurent et que je suis rapporteur fictif pour mon groupe politique sur le texte du règlement retour. Et vous dire que au sein de cette maison, il faut que vous soyez assurés qu'il y a des parlementaires sur lesquels vous pouvez compter. Et nous en sommes, aussi difficile que ce sera pour nous dans le contexte, et Tineke le disait, politique dans lequel nous sommes, avec une majorité parlementaire qui, pour le dire de manière politiquement correcte, se droitise, voire s'extrême droitise. Donc le combat va être difficile pour nous, mais on va le mener, hein, bien sûr. Il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de difficulté, mais peut-être vous dire quand même que l'objectif et le combat principal, et certains d'entre vous l'ont dit, c'est de ne pas assimiler les migrants et la migration à des criminels ou de la criminalisation. Et c'est aujourd'hui le discours que nous entendons dans cette enceinte. Nous l'avons encore entendu tout à l'heure dans le cadre de la commémoration qui a eu lieu sur les attentats qui se sont tenus il y a presque 10 ans à Paris, avec une prise de parole d'un collègue député en disant qu'en gros, c'est la faute, je le fais à gros traits, mais de la migration si les attentats à Paris ont eu lieu, ce qui est quand même assez grave. Et
Oui. Et nous sommes complices, en fait. La complicité des progressistes. Donc, c'est quand même assez grave et assez affligeant d'entendre ces éléments-là au sein d'une enceinte comme la nôtre. En tout cas, les parcours que vous nous avez décrits montrent bien que vous n'êtes pas des criminels, que vous cherchez à vous intégrer par le travail, par les passions que vous avez. Donc, vous n'êtes pas des criminels, et c'est aussi pour vous, entre autres, qu'il faut que nous nous battions. Ça a été dit aussi, mais les difficultés ont commencé au tout début, puisque il n'y a pas eu d'étude d'impact sur le règlement. Donc on a été plusieurs groupes politiques à le signaler, à le dire, et on a eu il y a une dizaine de jours la présentation d'une étude menée par la Commission qui, à brut pour le point, reprend des éléments du texte sans vraiment apporter d'éléments factuels d'une étude sérieuse qui pourrait dire l'impact réel de ce texte sur la migration. Peut-être juste rapidement, puisque c'est bien aussi qu'on puisse continuer les échanges, vous dire les sujets sur lesquels mon attention à moi, mais je sais que d'autres des collègues porteront aussi ces aspects-là et d'autres. Il y a la question de l'externalisation de la politique migratoire, autrement dit les hubs de retour qui sont dans la tête de la Commission, et on a des exemples, les collègues italiens, mais qui existent et qui sont vraiment, à mon sens, une erreur fatale sur la question des politiques migratoires. Reali e malfunzionanti. Reali e malfunzionanti. C'est ça. Et avec aussi, et je pense que Cécilia y reviendra, la question des pays d'origine sûrs et des pays tiers sûrs. Mais pour le coup, les textes ont un lien, mais en tout cas, on sait que ça va être des sujets qui vont être complexes. Moi, il y a un volet aussi sur lequel j'appuierai plus aussi, c'est la question des retours volontaires. C'est essentiel, c'est important. Au-delà des situations que vous nous avez présentées, il y a aussi un intérêt à travailler de manière correcte sur les retours volontaires. Parce que pour les pays d'origine comme pour l'Union européenne, il y a forcément un intérêt. Il y a la question aussi, je l'évoquais tout à l'heure, de cette criminalisation qui est facilitée par le règlement, mais règlement qui ne doit pas se substituer au droit pénal qui existe déjà en matière de criminalité sur les questions migratoires. Et il n'y a pas besoin que le règlement retour rajoute encore un volet supplémentaire sur cet aspect-là des choses. Il y a le sujet de la détention aussi, qu'elle soit pour les mineurs ou pour les majeurs, et notamment les mineurs non accompagnés. Il y aura aussi un combat à mener, puisqu'on a bien vu que les éléments qu'on avait demandé qu'ils soient enlevés ne l'ont pas été sur cet aspect-là des choses. Donc là aussi, il faudra se battre. Il y a aussi la question des recours suspensifs qui doivent être menés. Et là aussi, il y a un sujet de discussion et d'échanges à avoir. Et il y a aussi un volet qu'on oublie un petit peu, mais celui de la coopération qui est intégré au texte. Et pour lequel on n'a pas vraiment d'éléments concrets et d'éléments précis. Et quand on pose la question et à la Commission et même au rapporteur, Monsieur Asmani, sur cette question de coopération, on sent bien que c'est un sujet qui est là, et l'obligation de coopération, elle n'a pas de critères, donc forcément, c'est la porte ouverte à tous les abus et à toutes les discriminations possibles. Et c'est quoi la coopération et jusqu'où on va dans la coopération, en fait? Si c'est, je caricature, mais si c'est ne pas donner son identité et sa nationalité que de ne pas coopérer, ça peut pas être ça, en fait. C'est juste inentendable. Voilà, c'est tous ces aspects-là principaux sur lesquels moi je reviendrai. Et en tout cas, je l'ai dit un peu dans mon propos préliminaire, mais derrière ce règlement retour, on a un discours politique grave et dur qui est en train de se mettre en place. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est le repli sur elle-même de l'Union européenne qui va à contresens des valeurs
sur lesquels elle est fondée, sur lesquels elle a été travaillée, et sur lesquels les pays fondateurs et puis les pays qui sont venus intégrer l'Union européenne aujourd'hui sont mis en danger. Et c'est ce en quoi notre combat nous portera. Donc c'est pour ça que je veux, moi, que vous soyez assurés que certes nous ne sommes pas majoritaires, mais en tout cas on mènera le combat. Là, les délais sont courts, mais en tout cas il y aura un certain nombre d'amendements qui seront déposés par mon groupe politique et par ma main, on va dire, par ma plume. Donc voilà, moi je voulais vous assurer de ça, et qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que les dégâts de ce texte et de ce règlement soient les moins importants possibles, tout en sachant quand même que aux portes de nos gouvernements, et c'est déjà le cas dans certains pays européens, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, et je le dis de manière pas très tranquille, mais très honnête en France. Ce qui va aussi compliquer la donne à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, on sera des parlementaires qui mèneront le combat, et moi je veux que vous soyez assurés qu'au sein de l'institution européenne, il y a des gens qui vont se battre et qui feront en sorte que ce texte soit le moins dramatique possible. Merci. Grazie Muriel Lorano. Sì, lo chiarisco, lo sapete già, i deputati che sono qui, adesso do brevemente la parola anche a Sandro Rotolo e a Luca Orlando. I deputati che sono qui partecipano a due gruppi, quelli che sono qui stasera. Cecilia, Sandro, Muriel, io siamo nel gruppo SD dei Socialisti e Democratici. Tineche e Luca Orlando sono nel gruppo dei Verdi. Sono due delle famiglie politiche che segnano delle linee di resistenza rispetto alla deriva che è in atto in questo momento nel Parlamento europeo e nella politica continentale. È una linea complicata da difendere. Io sono relatore in un provvedimento in cui Cecilia Strada negozia in Commissione Libe e Libertà Civili. Sono relatore del parere dei diritti umani, la Commissione dei diritti umani, sulla questione dei paesi sicuri di respingimento. Ed è difficilissimo ottenere dei passi avanti, anche minimi. Il lavoro che stiamo cercando di fare comunque è di mettere almeno e salvare tutte le condizionalità fondamentali sui diritti delle persone. Poi non parlerò più, lascerò le conclusioni a Cecilia, però una cosa che continuo a dire anche al relatore della destra, con il quale ci dobbiamo misurare, ai relatori di destra con il quale ci dobbiamo misurare, che ci accusano di essere quelli che difendono i diritti delle persone migranti, non dicono persone, dicono dei migranti, senza persone, come se l'aggettivo dicesse tutto di una persona, no? Che i diritti di cui parliamo sono i diritti delle donne e degli uomini, che sono uguali per gli esseri umani, che siano migranti oppure no, sono i diritti di tutti. E se noi scriviamo rimpatri come vogliamo, qualcuno vorrebbe che venissero scritti, non scriviamo rimpatri, ma scriviamo esilio dell'Europa stessa, da se stessa, lungo questa strada. Questo è l'impegno politico che sentiamo fortemente tutti, e ve lo volevo confermare. Sandro Rotolo, Luca Orlando, tempi europei, se potete. Sì, rapidissimi, solo per aggiungere alcuni elementi di riflessione. Già si sono espresse le colleghe, le vostre testimonianze sono straordinarie. Allora, la prima questione: sta cambiando il mondo, l'epoca. Siamo in una fase di regressione democratica, quindi si riducono i diritti sociali, ma i diritti civili. È la questione, la prima immagine che vediamo dopo l'elezione di Donald Trump sono i migranti in catene che salgono sull'aereo. Questa è l'epoca su cui stiamo vivendo. L'Europa, l'hanno detto, noi siamo la resistenza. C'è una destra che sul finire degli anni 90 aveva il 4-5% di voti in Europa, agli inizi degli anni 2000 è arrivata al 15%, oggi abbiamo 25%. È la destra. Se noi oggi, cioè questo schieramento,
è ancora, diciamo, tra virgolette democratico, perché poi c'è il Partito Popolare che ve lo raccomando, eccetera. Comunque, se oggi il Partito Popolare è ancora partito di maggioranza relativa, perché le due destre sono ancora divise tra i filo-trampiani e i filo-putiniani. Questa è la situazione. E quindi veramente noi diamo l'anima, diamo i nostri valori, la nostra storia, ma siamo in una situazione di estrema difficoltà. Oggi da noi, nel mio paese, in Italia, si definiscono gli immigrati non irregolari, ma clandestini. È la parola che usava prima Marco. Cioè, come si fa a essere clandestini sul pianeta? Ma siamo tutti... Guarda, abbiamo una irregolarità rispetto alle leggi del paese, ma non possiamo... no, questo è. La cultura che c'è oggi, l'ascolto, noi stavamo celebrando i 10 anni del Bataclan e c'è stato un esponente dell'estrema destra che veramente, la Presidente che non brilla di rivoluzione, si è dovuta, come dire, la Presidente del Parlamento ha avuto da ridire ed è dire tutto. Quindi questa questione qui. Noi dobbiamo contare su voi dovete contare su di noi, ma per fortuna che c'è ancora il giudice a Berlino, per cui noi abbiamo, poi ne parlerà Cecilia, credo, sulla esternalizzazione, il modello Albania, come dire, provano a fregare le regole, le leggi e poi quindi si torna con spreco di denaro perché è una battaglia ideologica la loro, è solo una questione ideologica. Chiudo dicendovi che nel 2100 Eurostat dice che senza la presenza degli immigrati l'Europa muore. Io vi do un dato italiano, secondo Eurostat entro il 2100 avremo 8.800.000 italiani in meno. L'età media sarà la più elevata, 53 anni, superata solo dai maltesi. Quindi abbiamo bisogno di governare i flussi. Ma fino a quando non affronteremo le questioni epocali, cambiamenti climatici, la desertificazione, eccetera, eccetera, avremo a che fare con un fenomeno, guardate, va di moda il fenomeno della securitate e della repressione. Non vanno da nessuna parte. Io che nell'altra vita ho fatto il giornalista, sono stato ai confini tra il Messico e gli Stati Uniti, sono stato in Africa, sono stato in Libia, ma soprattutto in Messico. Si costruiscono i muri? La fame, ma pensiamo solamente alle donne incinte, ai bambini di 3 mesi che devono attraversare il Mediterraneo. Se non ci avessero bisogno, non lo farebbero, non metterebbero a rischio la loro vita. Quindi resistiamo, avete in noi dei punti di riferimento e soprattutto dobbiamo uscire dai palazzi e avere un rapporto palazzo-società. Grazie. Grazie a Sandro Rotolo. Gianluca Orlando, brevemente soltanto europarlamentare, indimenticato sindaco di Palermo. Soltanto per evidenziare come ancora una volta la fredda proposta di un regolamento europeo si scontra con la vita delle persone e produce un brivido nella schiena. Ascoltare le vostre testimonianze fa contrasto con quella fredda proposta di modifica di un regolamento. La realtà vera è che stiamo assistendo a un cambio di clima culturale. Stiamo assistendo a un cambio di clima culturale e stiamo assistendo ad un aumento della temperatura dell'intolleranza nel mondo, che trova nel Mediterraneo una propria espressione molto forte. Qualcuno di voi ha detto l'emigrazione è umana, dicendo una cosa assolutamente normale, che è un modo per richiamare sostanzialmente l'Unione Europea sul rispetto della dignità umana. Noi stiamo parlando del rispetto della dignità umana, non stiamo parlando di niente di più e di niente di meno, di quel rispetto della dignità umana che in un sistema democratico si fonda su pace, su diritti, su libertà, su eguaglianza, su solidarietà. E questa è la dignità umana. La dignità umana non è avere una cravatta alla moda o un vestito di un grande sarto. La dignità umana è esattamente il rispetto dei diritti umani, esattamente quello. Dopodiché puoi vestirti come vuoi, sei o non sei rispettato per altre ragioni.
Perché io dico questo? Perché noi abbiamo un approccio nei confronti della mobilità umana, quella mobilità umana che maledettamente chiamiamo migrazione, ma possiamo abolirla questa parola, che evoca emarginazione, è la mobilità umana, che è un diritto umano fondamentale. Nessuno può essere condannato a vivere, a morire, a farsi ammazzare nel posto dove i genitori l'hanno fatto nascere senza il permesso. Io non ho chiesto ai miei genitori di nascere in Italia e non avendolo chiesto ai miei genitori posso decidere di andarmene. E questo è un diritto di ogni essere umano, soprattutto quando deve sopravvivere o cercare di continuare a vivere. Perché dico questo? Perché il mio approccio vi sembrerà un approccio utopistico, ma spiega le ragioni per le quali noi siamo tutti così fortemente motivati. Io sono per l'abolizione del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è la nuova schiavitù, la nuova pena di morte. Lo so, abbiamo avuto bisogno di secoli per liberarci dalla schiavitù. Il grande Voltaire, il grande filosofo Voltaire, comprava e vendeva esseri umani, era uno schiavista, era normale. Devo ricordare la pena di morte? Il Vaticano ha abolito formalmente la pena di morte soltanto nel 2001, il Vaticano, lo dice un cattolico, chiaro? Capite com'è complicato liberarsi dalla schiavitù, liberarsi dalla pena di morte? Sarà complicato liberarsi dal permesso di soggiorno, ma il permesso di soggiorno è veramente la nuova schiavitù, la nuova pena di morte, ed questi regolamenti aumentano il carico del permesso di soggiorno, perché sostanzialmente ci sarebbe una sola soluzione anche al problema della sicurezza. Io sono per la sicurezza, ma la sicurezza non può essere alternativa ai diritti umani. Soltanto Adolf Hitler o Totò Riina capomafia danno la sicurezza senza rispettare i diritti umani. In democrazia sicurezza è un diritto e vogliamo smettere di regalare la sicurezza all'estrema destra? Vogliamo rivendicare come sinistra il diritto alla sicurezza? Questo è il tema di fondo. Questo è il tema di fondo. Allora, se tutto questo è vero, la sicurezza si fonda sul fatto che tu sei visibile, perché se tu sei invisibile diventi pericolosa. Se io sono invisibile e divento pericoloso, se San Francesco non ha i documenti diventa pericoloso per sé e per gli altri. E allora rendere visibili, è quello che abbiamo fatto a Palermo. Io davo a tutti la residenza anagrafica. Leoluca Orlando abita in via Libertà 35 e gli davo, era competenza del sindaco. Con questa residenza anagrafica diventavi visibile e potevi fare un contratto di lavoro e avere il permesso di soggiorno. Con questa residenza anagrafica potevi fare un contratto di affitto non in nero. E uno dei cosiddetti migranti che ha avuto la residenza anagrafica, in un'intervista ha detto: ringrazio il sindaco Orlando perché mi ha dato la residenza anagrafica, non lo conosco ma lo ringrazio, mi ha dato la residenza anagrafica perché adesso finalmente posso pagare le tasse. E io ho aggiunto e ti posso mandare la polizia per arrestarti, perché so dove stai. Vogliamo renderci conto che rendere visibile ogni essere umano garantisce la sicurezza per tutti, garantisce i diritti ovviamente e garantisce anche il diritto alla sicurezza. Ecco la ragione per la quale io credo che noi siamo in presenza per l'ennesima volta di una sfida nella quale ce la mettiamo tutta, e sappiamo che i tempi sono quelli che sono e sappiamo che purtroppo i risultati che otterremo non sono quelli che vorremmo, ma nonostante tutto credo che incontri come questo ci danno più forza ad insistere anche a rischio di apparire un poco pazzi. Grazie. Grazie a Luca, grazie. Beh, Luca è stato il capofila, ci sono stati diversi sindaci in Italia che hanno applicato questa linea, che era dell'abolizione di fatto del permesso di soggiorno aggirandolo, perché gli uomini e le donne, è stato detto anche questo stasera, sulla terra degli uomini e delle donne e sotto, per chi ci crede, al cielo di Dio, non sono mai clandestini, tutti sono ugualmente degni di camminare la terra in ogni direzione. Cecilia Strada, gestisci tu un attimo questa parte finale? Vai. Cosa gestisco? Oui, bonsoir. Je m'appelle Cecilia Strada. Je parle italien et anglais, mais je voudrais essayer de m'exprimer en français ce soir pour vous. Je suis étudiante, donc Merci. Donc, je suis rapporteure fictive pour 2 dossiers.
très problématiques, qui sont les dossiers des pays tiers sûrs et des pays sûrs d'origine. Même aussi pour ces dossiers, il n'y a pas d'étude d'impact de la part de la Commission, et ça c'est vraiment grave. Il y a presque jamais d'études d'impact quand on parle de droits des personnes migrantes, je ne sais pas pourquoi. Mais avant d'arriver au Parlement, l'année dernière, j'étais travailleuse humanitaire. J'ai beaucoup travaillé dans des pays en guerre, dans des pays pauvres. J'ai travaillé dans les recherches et secours en mer, dans la mer Méditerranée. Et pendant de nombreuses années de travail dans le monde et même dans mes pays, l'Italie, pour défendre les droits des autres, j'ai appris une leçon, peut-être la plus importante leçon, c'est que défendre les droits des autres, c'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la seule façon de défendre nos propres droits. Et c'est la seule façon, donc. Et j'ai appris aussi que la sécurité ne s'obtient pas avec des murs ou des expulsions, aussi parce que, comme Jacqueline disait avant, les personnes migrantes ne sont pas dangereuses, elles sont en danger. Et j'ai appris que la sécurité, c'est la sécurité de nos droits. Avoir un logement, avoir un travail, avoir une retraite, avoir des soins médicaux quand on a besoin de soins médicaux. Donc, ça, c'est la sécurité. Pour tout le monde, pour les personnes migrantes, pour les Européens, et voilà. Mais le monde aujourd'hui et les institutions européennes raisonnent de façon différente, comme disait Sandro. Mais je sais que lorsque nous acceptons que les droits de quelqu'un soient bafoués, on dit bafoués, peut-être, merci, plus personne n'est en sécurité. Donc, lorsque j'ai décidé de me présenter aux élections, je me suis engagée à ne jamais oublier d'où je viens. Et j'ai décidé de me présenter aussi pour apporter un peu de réalité dans les salles des institutions, parce que parfois, dommage, mais parfois, ceux qui légifèrent, ils semblent ignorer la réalité des faits. Mais vous la connaissez, et c'est pourquoi que votre témoignage est tellement crucial pour nous. Et je vous garantis que nous en tiendrons compte et que nous continuerons à lutter avec vous, si c'est possible, pour les droits de toutes et de toutes. Pas pour les droits des personnes migrantes, pour les droits de toutes et de tous, inclus les personnes migrantes. Mais je préfère parler des personnes, pas des personnes migrantes. Donc, pour les droits de toutes et de toutes personnes. Et merci, 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 Maison du Peuple, pour avoir organisé cette occasion vraiment importante. Et merci, merci pour cette journée. C'è un po' di tempo, volendo, ma non molto, abbiamo una decina di minuti. Pietro, vuoi dire qualcosa tu? Chiamiamolo in ballo, l'abbiamo evocato, ecco, l'IRA. Cioè, ci sono stati, oggi avete sentito che abbiamo assunto anche degli impegni, almeno le persone qui li hanno confermati, dicendo che non stiamo qui soltanto per occupare degli spazi, ma per vivere dentro un processo politico che è in atto in Europa, che è complicato, una linea diversa, che somiglia molto a quella che l'Europa l'ha fatta, nel modo come la conosciamo e come vorremmo che continuasse ad essere. Quindi, prego, Lira ha alzato la mano. Madame Lira. Vous avez dit qu'on peut poser question. Il y a des personnes qui sont convaincues qu'une fois devant vous, Désolée. Oui. Il y a dans notre groupe ici présente, il y a des personnes qui sont convaincues qu'une fois présent devant vous, on sera régularisé.
cette conviction appartient à chaque personne. Je sais que ce n'est pas si facile que ça, mais notre combat, notre lutte, c'est pour ça, c'est pour régulariser. Régularisation maintenant. Que ces personnes finissent de vivre dans la précarité réelle qu'ils vivent. Je sais que ce n'est pas votre travail directement, je sais que vous n'avez pas, enfin, que vous n'êtes pas la personne qui régularise, qui filme les papiers pour ça, je le sais. Mais quel est le pouvoir réel qu'a votre travail sur la régularisation de ces personnes qui sont... Ça, c'est la question. C'est direct. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour vous. Hein. C'est pour toi, Nadège. Je vais vous apporter des éléments de réponse qui ne vont pas forcément être ceux que vous allez espérer et attendre, puisque en fait, le Parlement européen légifère, et après, sachant que la différence entre le règlement et la directive, c'est que la directive, l'État membre n'est pas forcément obligé de l'appliquer, peut la transposer dans son droit français, national, et trouver quelques petits arrangements, alors que le règlement est obligatoirement transposable dans le droit national. Mais dans le règlement retour, il ne sera pas clairement écrit que chaque État membre doit régulariser tous les migrants qui sont en situation irrégulière. En tout cas, nous, dans ce qu'on portera dans ce texte, enfin notamment celui-là, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi le lien avec pays tiers sûrs et pays d'origine sûrs. Il y a des choses à discuter. Et après, il y a aussi un travail conjoint qui doit être fait avec nos parlements nationaux respectifs. Moi, je sais que ça fait partie aussi des étapes que je travaille avec mes collègues, alors pour le coup socialistes, qui sont en France, pour aussi mettre un peu la pression sur ces sujets-là. Mais le fait que de travailler sur le règlement retour ne va pas forcément mener à une régularisation des personnes qui sont en situation irrégulière. Enfin, je pense que c'est bien qu'on se dise les choses de manière transparente. Après, charge à nous aussi de veiller dans nos parlements nationaux que le règlement soit correctement appliqué, et puis de travailler aussi de travailler avec nos collègues qui sont dans les parlements nationaux. Tineke? If I may, it's indeed, I very much would like to support what Muriel said. Actually, regularization is still very much something for the member states, for the governments of their own countries. And they are very, very insisting that Europe is not going to oblige them to regularize people without a residence permit. And I tried before. I was the rapporteur for the previous proposal of the return directive that was that had to be changed. But there I got really stuck in the parliament because there was not a majority for more human and progressive policies. So then the right-wing politicians said, we're not going to cooperate with you, we just wait for a new proposal. And we see now that the content is much more restrictive. But on regularizations, this is really something that the EU still doesn't have the competence to oblige member states on. What we can do, of course, is try to get in the regulation that people who don't have a residence permit are treated with dignity, have access to all kinds of rights, are protected against exploitation, and that member states need to consider if they should not be regularized. So this is a bit the limit of what we can do.
And furthermore, I very much agree with Muriel. It should be the Belgian parliament really give us a very strong stance for the human dignity and the rights of people living here for such a long time to become first-class citizens. And we should do that in all the different countries in order to make sure that no one is still living in such precarious situations. Et peut-être juste en complément de ce que vient de dire Tineke, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de majorité sur la directive. Il n'est pas forcément évident d'arriver à une majorité aussi sur le règlement, puisque nous trouvons que le règlement est vraiment très très dur et beaucoup plus contraignant que la directive. Il faut juste avoir en tête que l'extrême droite trouve que le règlement est trop doux. Donc, il ne s'est pas dit qu'une majorité soit trouvée. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée au même titre que l'extrême droite se radicalise dans sa vision sur la criminalisation donc de l'immigration dans sa globalité, de radicaliser aussi vos positions vis-à-vis eh bien de l'autre côté, ma foi? No. Molti di noi portano il capo di accusa, ad essere immigrazionisti, che è uno dei peccati mortali di questa epoca. Quindi no, Luca, immigrazionisti, pacifisti, buonisti, capito? Noi siamo per la mobilità umana, ecco. Per il diritto di muoversi, soltanto questo. Maddalena? No. Non, mais vous l'avez très bien dit. C'est donc qu'est-ce que face à la radicalisation, face au fascisme, quelle initiative on a, quelle proposition on a qui pourrait faire contre? Riprendere, intanto dico una banalità, l'hanno spiegato le due colleghe, Tineke e Muriel. Bisogna riprendere la guida di più paesi europei possibili. Sembra una banalità, ma l'Europa è la somma dei suoi stati. L'Europa, la politica europea, è la convergenza delle politiche nazionali. Noi siamo una potenza plurale e non imperiale, se siamo Europa. Se regrediamo alla dimensione degli stati membri, ridiventiamo etnonazionalisti e nazionalisti in tutte le declinazioni e sfasciamo l'Europa e il patrimonio di valori, di diritti e di doveri reciproci che abbiamo costruito. Quindi lo sforzo è cambiare la politica a partire dal basso, dalle istituzioni di prossimità fino ai governi nazionali. Lo vediamo noi italiani cosa significa. Il fatto che uno dei grandi paesi fondatori, uno dei primi, abbia cambiato segno di governo andando verso la destra estrema, rappresentata dalla signora Meloni e dai suoi alleati, ha portato a un indurimento di tutte le politiche europee. Dalla seconda metà della scorsa legislatura europea è cambiato il ciclo politico in Europa e la signora von der Leyen ha cambiato faccia anche nei suoi atteggiamenti. Ecco, adesso rimetto a fare il mio vecchio mestiere, anch'io facevo il giornalista, l'analista di politica prima di approdare in queste aule. Pietro voleva dire una cosa? Oui, merci. Donc ici, il s'agit d'essayer de travailler par étapes. L'étape que nous ciblons ici, c'est de faire sortir les personnes qui sont en procédure, les personnes qui sont en titre de séjour, de la catégorie des immigrants en situation irrégulière. Ces personnes-là ne sont pas à classifier comme des personnes en situation irrégulière. C'est ça qu'on demande. Séparer, c'est pour ça notre amendement. Introduire ça pour dire, dans la définition des personnes en situation irrégulière, ceux qui sont en procédure et ceux qui ont on le dit de ce jour, ils sont introduits des recours, etc., sont dans des démarches légales, eh bien, ils ne sont pas classifiables comme des personnes immigrées en situation irrégulière. C'est la première étape. Cela pourrait amener après à d'autres étapes qui peuvent amener à la régularisation. Parce que nous avons introduit aussi l'effet des 300.
Une fois que toi es là, après 3 ans, on fait tout l'effort d'être dans la légalité. Tu as travaillé, tu t'es intégré. Eh bien, tu sors définitivement du risque d'être une personne en situation irrégulière. Et alors, la régularisation devient une démarche à entreprendre. Mais ça, c'est dans d'autres législations à faire. Pour l'instant, ce qui pour nous est plus important est les personnes qui sont en procédure, les personnes qui sont en une situation légale et qui ont introduit aussi des recours ou qui ont aussi introduit des plaintes. Toutes ces personnes-là ne sont pas des situations irrégulières. C'est ça ce qu'on demande. Après, on a repris tous les semaines, on a lu article par article. Et à chaque article, on a fait le jeu de voir la cohérence et la consistance par rapport à notre amendement. Mais aussi, on a fait le jeu de voir ce qui est écrit là correspond à la vérité ou pas. Parce que pas mal de choses qui sont écrites dans ces articles, pas mal de points de vue ne sont pas réels. Ce sont vraiment idéologiques, ce sont vraiment des interprétations. Et nous avons fait les amendements, sont 45 pages d'amendements que nous avons présentés ici. Merci Pietro. Oui. Vraiment très rapidement, c'est parce qu'il y a 45 pages, c'est tellement énorme. Et moi, je vous invite vraiment à lire attentivement les articles 21 et 22. Pourquoi ? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'études d'impact sur les pays tiers, etc., les pays sûrs. Regardez l'impact sur le monde du travail des articles 21 et 22, en particulier dans l'alinéa 4 de l'article 22. C'est important de se rendre compte que les personnes qui ont un permis de travail, un permis unique aujourd'hui, si elles doivent vraiment se rendre disponibles systématiquement quand justement il y a un contrôle, etc., il va y avoir des risques inimaginables dans le monde du travail et en termes économiques. En tant que représentante syndicale au sein du Conseil économique et social à Bruxelles, c'est une question qui inquiète énormément ce qu'on appelle en Belgique les partenaires ou les interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire le banc patronal et le banc syndical. Et c'est eux qui font tourner avec toutes les personnes qui sont derrière eux, c'est-à-dire les patrons et les travailleurs et travailleuses, l'économie d'un pays. Donc vraiment, je vous invite, moi j'ai écrit certaines choses sur les articles 21 et 22 en particulier, je peux les envoyer à Pietro pour vraiment que vous focalisiez votre étude là-dessus, parce que c'est imparable en termes économiques et sociaux, vraiment. N'existe pas un dernier mot sur la question, mais Cecilia va dire. I want to try to answer, but I need English for this one, to answer to Nicola. Yes, I do think we should be a bit more radical on several topics. I think we should really invest our time and energy on 3 things when talking about the field of migration inside this parliament. One is culture, because the very dangerous trend within the Commission and within the Parliament is they are not seeing the human beings anymore. We are talking about instrumentalization of migration. We are talking about weaponization of migration. How dangerous it is to talk about weaponization of migration, to talk about migrant people as weapons. Because when you are talking to someone, to a human being, okay, we discuss, of course, no? Je m'appelle Cécile, toi, comment tu t'appelles, etc. I like pasta and you like pizza. When you start thinking about other human beings as weapons, then it becomes natural to respond with weapons or wars, and this is very, very dangerous. Another crucial thing is information. Today as well, in the debate we had in plenary, colleagues from right and far right, and sometimes also the commissioner, they keep on talking about this mass migration, mass migration, mass migration. That's the invasion. If you look at the Frontex data, migratory flows are decreasing since a long time. So last year we had a decrease, I think 59%. According to Frontex,
So where is the invasion? Of course, there's no invasion. And the third thing is, being a bit more radical. Draw our red lines. We were talking with Tineke before, and there must be some red lines that we decide not to cross. What is our red lines? For example, as a rapporteur for the safe third countries, I proposed to the group, and I immediately had the support of Muriel and other colleagues. I tabled the rejection of the proposal of safe third countries, which is something that reject the proposal is something that my group doesn't do often, let's say like this, but we need to have red lines. And so I think this is one red line, and we need to go on. But really we need to invest in provide our people and the world with better information, work on culture, maybe having more occasions like this where we can share reality, and maybe we should try to have in the room also people that are not like us, that are a bit more on the other side, to have them face the reality. We should, and then be a bit more radical, because I think we are never radical enough when we are talking about human rights, so let's be radical. And thank you very much. Grazie, merci, grazie.